bienvenue au Mucem. Mucem qui, cet automne, rend hommage à Gustave Flaubert, dont on célèbre cette année les 200 ans. Alors c'était l'occasion de mettre en lumière un de ses romans les plus atypiques et monumentels. Vous allez le comprendre, plongeons dans Salammbô, fureur, passion, éléphant. Sylvain Amick et Myriam Morel de Ledel, bonjour. Vous êtes les commissaires de cette exposition et vous êtes d'ailleurs en train de finaliser le montage. Alors vous suivez cette exposition depuis la première présentation à Rouen, avant qu'elle s'installe ici au Mucem. D'ailleurs, pourquoi avoir pensé à Marseille? Est-ce qu'il y a un lien entre Gustave Flaubert et le Mucem? Il y a un lien entre Gustave Flaubert et la Méditerranée. Il est ébloui par les couleurs, les lumières et aussi parce qu'il est parti et en Égypte et en Tunisie à l'occasion de la rédaction de son roman. Et puis il a vécu des passions, on va dire quand même, on va le rappeler. Et puis il a découvert des objets archéologiques, les seuls qui existent à l'époque, qui est un tarif de Marseille qui est présenté dans l'exposition et qui lui permet d'argumenter le bien fondé, sa connaissance de la civilisation phénicienne devant ses détracteurs plus tard quand il aura écrit le roman. Alors cette exposition s'appelle Salammbô, fureur, passion, éléphant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre et notamment la référence aux éléphants? Les éléphants sont partout dans Salammbô, mais aussi dans l'histoire de Carthage. Rappelez-vous les éléphants d'Hamilcar et les éléphants d'Hannibal, ceux qui conquièrent Rome en passant par les Alpes et la Provence. Donc c'est un récit effectivement qui est plein de passion aussi parce que c'est la grande tension entre Mathô et Salammbô qui va conduire tout Carthage à sa perte, puisque Mathô, pour conquérir cette femme, va mettre le siège de la ville, et la fureur et la passion, parce que ce siège s'accompagne de batailles absolument sanglantes. Donc en fait, chacun joue sa destinée dans ce roman, et Mathô et Salammbô, on le sait depuis le début, ne vont pas pouvoir échapper à leur sort qui sera fatal. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette exposition? Quel type d'œuvres sont présentées? Eh bien, tous les supports vont être représentés. On a des inscriptions, on a des tapisseries comme cette magnifique tapisserie remplie d'éléphants. On a des manuscrits, on a des tableaux, des peintures, des sculptures. C'est foisonnant, on a tous les supports. Ce n'est pas que des textes sur le livre de Salammbô. Non, parce que tous les artistes se sont emparés décennie après décennie de ce roman qui a été un immense succès. Et il faut imaginer que c'est une sorte de Welbeck, Salammbô, à cette époque-là. Donc tout le monde s'empare de ce roman et on voit que jusqu'à nos jours, les artistes s'approprient ces personnages et ces situations. On a même les bandes dessinées de Philippe Druillet, par exemple, qui a donné une sorte de space opéra à partir de Salammbô. Alors c'est important, vous l'avez précisé, en effet, ce n'est pas qu'une mise en image du roman de Flaubert, mais il est tout de même intéressant de se plonger dans la création de Salammbô. Pourquoi Gustave Flaubert s'est intéressé à l'histoire de Carthage? Sylvain Amick, Salammbô est le deuxième roman de Gustave Flaubert. Il vient de terminer Madame Bovary, il vient de gagner son procès et il décide d'écrire ce roman avec en toile de fond une toute autre époque. Oui, parce que son époque le dégoûte. Il a beaucoup souffert de son procès en correctionnel et il se rend compte que s'il écrit désormais sur le même terrain, il va à nouveau se retrouver sous les feux de la censure. Donc il a besoin de s'évader, il a besoin de se protéger, de pouvoir continuer à travailler. Et il choisit un théâtre loin dans le temps et dans l'espace. Carthage, c'est un peu une Atlantide, c'est un continent perdu. Il peut tout réinventer à partir de sources vraiment très fiables et très scientifiques sur lesquelles il se fonde, mais il va pouvoir être libre de créer comme il l'entend. Mais d'ailleurs, c'est justement ce qui est magique dans ce roman de Flaubert, c'est qu'il crée tout un monde à tel point qu'il refuse qu'on illustre Salammbô, en tout cas jusqu'à sa mort. Oui, parce que, comme il le dit, quand je décris une femme, c'est 1000 femmes, mais à partir du moment où elle est fixée par un dessinateur, ce n'est plus qu'une femme. Donc il veut préserver cet imaginaire du lecteur, mais il ne pourra pas empêcher les artistes de s'emparer de son roman, parce que c'est un roman qui fourmille de scènes nouvelles, d'un répertoire dans lequel on va pouvoir puiser, et qui va ensuite être tiré vers tel ou tel aspect. Évidemment, il y a beaucoup d'érotisme qui va se déployer à partir du livre de Flaubert, qui est beaucoup moins érotique qu'on ne croit. Il y a aussi beaucoup de violence, c'est un roman cruel, donc il y a des scènes horrifiques qui vont inspirer les artistes. Et puis il y a le rapport de lutte de classe, des rapports de domination, d'émancipation. Ce sont des choses qui intéressent Flaubert, qui intéressent son époque, qui nous intéressent encore aujourd'hui. Et on le voit autour de nous dans cette salle, des sculptures, des peintures, tout inspirées de Salammbô, ce personnage féminin qui rend un peu fou les hommes qui l'entourent. Il y a des artistes qui se sont plongés dans Salammbô et qui ont travaillé toute leur vie dans Salammbô. Donc je pense que ça rend un petit peu fou en effet. On va d'ailleurs aller voir une œuvre qui représente toute cette richesse qu'on retrouve dans le roman de Gustave Flaubert.
ce tableau gigantesque et incroyable de Karl Stratmann. Ben oui, c'est un artiste complètement inconnu en France, qui est un artiste de l'art nouveau munichois et qui s'est vraiment intéressé à ce roman. Il en a fait 2 grandes illustrations, celle-ci en 1897, et ce qu'on voit, c'est que le roman pénètre dans toute l'Europe de l'Est, jusqu'en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et qu'on en fait un sujet vraiment principal. Alors ce qu'il a voulu rendre dans ce tableau, on le voit, c'est la magnificence du roman. C'est un roman qui est plein d'excès, d'odeurs, excès de couleurs, excès de sensations, et comment rendre cela dans une image. Donc il a choisi une sorte d'image de conte de fées, un peu comme une sorte de Belle au bois dormant. C'est le moment où Salammbô, Belle au bois dormant, assez sensuel et réveillé par un serpent. Parce que c'est le moment où Salammbô part vers la mort. On lui a demandé d'aller dans le camp des mercenaires reconquérir le voile de Tanit. Elle sait qu'elle va probablement y laisser sa vie. En fait, elle va y trouver l'amour, puisqu'elle va rencontrer Mato sous sa tente. Et avant de partir, elle accomplit une union rituelle avec un serpent. C'est le génie de la famille, c'est un animal sacré, et c'est la scène la plus érotique du livre. Après, ce sera très soft. Mais ce moment-là est tout spécialement puissant, et l'artiste a voulu le montrer dans toute son excès. Vous voyez à la fois cette scène incroyable où elle est couchée, enlacée par le serpent, qui l'embrasse en se glissant sous sa voilette, mais c'est tout l'ensemble d'images, de décors, de sensations. Vous voyez, il y a les marbres froids, il y a l'encens qui fume, il y a les ronces qui sont déchiquetées là-bas. Et puis, ce n'était pas encore assez, cette surenchère. Il a encore rajouté des pierres qu'il a collées sur le tableau, sur la surface peinte. Il a dessiné cette lyre incroyable qui accompagne les prières de Salammbô. Et il a collé des petits bouts d'ambre taillés en facettes et de pierres artificielles pour encore plus accrocher la lumière. Donc voilà, cette espèce de défi. Le roman est saturé. Comment saturer une image? On voit que Stratmann y est arrivé au prix d'une surenchère excessive. Alors, Salammbô a aussi été adapté au cinéma au fil du temps, et on peut d'ailleurs retrouver des références à cette femme un peu fatale dans des films hollywoodiens. Mais quand vous y pensez, une femme qui danse avec un serpent, effectivement, Salma Hayek, dans From Dusk Till Dawn, qui est un film coécrit avec Tarantino, apparaît tout à coup dans une sorte de bouge infâme, où on va découvrir qu'il s'agit de zombies tous, et elle apparaît avec un python. Elle dit d'ailleurs dans des interviews qu'elle a mis 2 mois de thérapie pour y arriver, parce que c'est quand même pas facile. Et elle danse, et ensuite elle abandonne son python, elle va donner à boire à Tarantino qui la bade comme ça, avec son pied. Et ça, c'est 2 scènes qui viennent de Salammbô, le festin des mercenaires où elle donne à boire à Mato, et le moment où elle accomplit ses danses rituelles avec le serpent. Donc voilà des images qui ont migré à travers les imaginaires jusqu'à notre époque. Alors, cinéma, peinture, sculpture, mais aussi bande dessinée, c'est le défi que s'était lancé Philippe Druillet. Il y a d'ailleurs 2 planches inédites qui sont exposées ici au Mycène. Regardez, il revient sur son processus de création. Je cherchais quelque chose de monumental, je ne trouvais pas. Et quand je suis tombé là-dessus, c'est mon exemplaire de boulot, et quand j'ai lu les premières lignes, les célèbres premières lignes, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Moi, je me suis dit, mon coco, là, tu t'embarques dans quelque chose qui est un navire à 14 000 voiles, et là, il faut être à la hauteur. Se lancer dans une aventure pareille, il est hors de question, c'est le piège le plus mortel qui soit, il est hors de question d'être en dessous. J'ai travaillé comme Flaubert, chapitre par chapitre, 2 colonnes, une colonne à gauche avec marqué action, amour, passion, calme, silence, et moi qui ai dépouillé ce bouquin comme on dépouille un roman pour un film, et j'ai fait exactement la même chose, parce que j'ai étudié un peu l'aventure flaubertienne. Je suis allé à Carthage plusieurs fois. C'est un réservoir à images absolument extraordinaire, fabuleux, et je me suis lancé là-dedans. J'ai mis 7 ans pour le faire. Et quand je l'ai eu terminé en 87, j'étais totalement comme une femme qui vient d'accoucher, et ça s'appelle la crise de décompensation. Et ce qui est fabuleux dans l'esprit de Flaubert et dans les textes qu'il a écrits, il a dit entre autres, je plains le rapin qui s'amusera après moi à faire le portrait dessiné d'Hamilcar. C'est très drôle. Ce qu'il voulait dire simplement, c'est qu'il faudra faire le même travail que moi, c'est-à-dire un travail d'imaginaire.
un travail de conception, et moi j'ai projeté dans le futur. Et ça colle parfaitement, parfaitement. C'est extraordinaire, mais j'ai suivi, en faisant rentrer mon personnage à la place de Mato, j'ai suivi scrupuleusement toute la narration, la richesse de décoration décrite, la beauté des choses, la puissance, la barbarie, les guerres prégnantes, terribles, les conquêtes, la haine des Carthaginois. Quand les Carthaginois, je les ai pris immédiatement comme des nazis, exploitant les gens parce que leur sang leur coûte pas cher. On envoie les mercenaires et on ne les paye pas, d'où la grande révolte. Et dans la tête de mon Gustave adoré, je suis sûr, jusqu'au dernier moment, qu'il a une envie furieuse de faire gagner les barbares. Selon les actions, selon les besoins et selon mon bon plaisir, je me suis dit, là, c'est une image, c'est une peinture qu'il faut. Les portraits de Salammbô, c'est toutes des peintures. C'est donc j'ai suivi tout un rythme, toute une progression, mais en même temps une progression graphique, avec des événements graphiques que je sentais comme une partition musicale. Et ça aussi, ça joue. C'est une œuvre absolue, c'est un fleuve. Alors Myriam Morel-Tedel, cette exposition, c'est aussi un plongeon dans l'histoire de Carthage. Il y a d'ailleurs une salle qui présente les trésors archéologiques qui ont été trouvés sur la ville, ici, autour de nous. Absolument, oui, qui viennent tous du Musée national de Carthage. Et ce sont les plus belles pièces, on peut dire, que nos collègues tunisiens nous ont prêtées pour représenter cette civilisation qui n'était pas connue du tout à l'époque de Flaubert. Alors justement, qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque de Flaubert? Pas grand-chose. Et le pauvre a déployé des trésors de recherche et d'imagination et de consultation d'ouvrages et de rares objets archéologiques. On a cité tout à l'heure le Tarif de Marseille, qui lui ont permis d'inventer, de créer, d'imaginer des situations relatives à la ville, la religion, la guerre, enfin qui sont les thèmes majeurs qui sont représentés ici. Mais ayant compris que sa consultation d'ouvrages ou d'objets ou de monnaies, par exemple, était insuffisante, il a éprouvé le besoin de faire le voyage à Carthage et d'aller sur place et se rendre compte qu'il n'y avait rien, qu'il fallait qu'il crée tout. Donc tout est pratiquement inventé, projeté à partir de comparaisons qu'il fait avec le Proche-Orient, qui est beaucoup mieux connu. Mais c'était important tout de même de faire cette exposition, de présenter en tout cas des œuvres archéologiques. Si on parle de Salammbô, on ne peut pas ne pas parler de Carthage. Absolument, absolument. D'autant qu'après la publication du roman et après la mort de Flaubert, on a commencé à développer les fouilles archéologiques sur plus d'un siècle et demi et encore aujourd'hui, et découvert tout un tas de vestiges qui vont parfois dans le sens de ce que Flaubert a pu projeter ou pas, ou pose débat aujourd'hui. On pourra en parler. Mais on va justement en parler de ce débat. Il y a en effet un rite qui est raconté dans l'histoire de Flaubert. Et aujourd'hui, on se pose encore quelques questions. On va les voir. Alors le rite exposé porte sur des sacrifices d'enfants qui auraient eu lieu pendant cette période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, et Flaubert a là une très grosse responsabilité sur l'idée qu'on se fait de la civilisation phénicienne. Il a, dans un chapitre qui s'appelle Moloch, décrit un rite absolument extraordinaire et effrayant, qui est celui du sacrifice, de l'immolation d'enfants nouveau-nés, réquisitionnés par les suffètes de Carthage, c'est-à-dire les dirigeants de Carthage, auprès de la population pour s'attirer la bienveillance des divinités de Balamon et de Tanit et pour payer le tribut dont il invente qu'il est donné par les habitants. On offre aux divinités un nouveau-né. C'est à partir d'une description dans la Bible que Flaubert projette cette pratique qui n'a aucune réalité archéologique à son époque et qui par la suite, c'est-à-dire un siècle après la naissance de Flaubert en 1821, donc en 1921, on découvre ce qu'on appelle le Tophet de Carthage, c'est-à-dire, c'est vrai, un cimetière dont on a ici des stèles, un cimetière uniquement d'enfants, mais pas que d'enfants, un cimetière qui peuvent être des enfants prématurés, morts-nés, vivants peut-être malades, et aussi des ossements d'animaux qui sont des substituts de ces enfants ou qui sont des substituts d'une disparition. En fait, ce sont uniquement des enfants, bien sûr, mais rien n'atteste qu'il s'agit d'un rite d'enfants
immolés vivants. C'est ça le trouble, en fait, aujourd'hui. Donc il l'aurait inventé à son époque, mais on aurait quand même découvert des preuves qui laissent penser que ça peut être vrai. Alors, des preuves archéologiques, scientifiques, non, mais le débat est toujours vivant, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à démontrer si oui ou non ces enfants ont été sacrifiés. C'est-à-dire, sacrifier, ça veut dire immoler vivant. Ça veut dire que ça peut être des enfants morts, parce que malades ou prématurés ou mort-nés, etc. Mais on ne sait pas vraiment s'il s'agissait de sacrifice. En revanche, on dit que la Bible dit que ça existait en Phénicie, c'est-à-dire dans l'est de la Méditerranée. Il n'y a pas vraiment de preuves archéologiques et scientifiques, c'est bien le problème du débat. Et nos collègues tunisiens, et les scientifiques de manière générale, considèrent que Flaubert est responsable d'une charge civilisationnelle un peu lourde pour Carthage, pour la Tunisie d'aujourd'hui, en ayant affirmé ça, parce que ça a eu un poids réel dans l'interprétation des archéologues qui n'ont pas toujours été nuancés. Depuis l'époque de Flaubert, on en sait toujours un peu plus, mais il y a toujours des mystères autour de la ville de Carthage. C'est donc toujours une avancée lorsque des chercheurs trouvent des preuves archéologiques. Il y en a eu pas très loin de Marseille, d'ailleurs, au fond du port de Toulon. L'archéologie sous-marine est née en Méditerranée dans les années 50 et en France tout particulièrement, puisque c'est en 1966 qu'on crée le plus ancien service au monde aujourd'hui d'archéologie sous-marine, c'est-à-dire le DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines que je dirige aujourd'hui, pour lequel je travaille depuis 40 ans. Et donc j'ai suivi au cours de ces 40 années toute l'évolution de la réflexion sur le patrimoine immergé. Et puis des gens comme Max Guéroult, notamment, ont commencé à s'intéresser aux épaves du XVIIe, du XVIIIe. Et puis un jour, il surgit avec cette épave étonnante, le Magenta, une frégate cuirassée perdue en 1875 à la suite d'un incendie puis d'une explosion géante qui l'a détruite alors qu'elle est au mouillage dans le port de Toulon. Et il nous rapporte que ce bateau avait fait escale en Tunisie et qu'on lui avait confié toute une collection, 46 caisses de stèles de l'époque de la dernière couche de Carthage, la dernière occupation carthaginoise de Carthage, jusqu'à sa destruction en 146 avant Jésus-Christ par les Romains. Et donc les archives relatent que Pricot de Sainte-Marie, qui était en fait un traducteur qui travaillait au consulat général de France à Tunis, avait occupé son temps des affaires étrangères à faire des fouilles sur le site du Tophet, donc à la fois un sanctuaire et des sépultures de cette Carthage de 146 avant Jésus-Christ, et il y avait recueilli un très grand nombre de stèles. Et c'est dans ce contexte, alors, le hasard est ainsi fait que, alors que le Magenta était déjà arrivé à Toulon la veille, qu'on s'apprêtait le lendemain matin à décharger cette cargaison d'objets archéologiques, le bateau, il y a eu un incendie dans la nuit et finalement une explosion géante qui a envoyé le bateau par le fond. Et là, évidemment, on se retrouve devant une histoire qui commence à toucher les archéologues, puisque les travailleurs de la mer de l'époque, qui sont les ancêtres des archéologues sous-marins, mais qui sont vraiment des scaphandriers pieds lourds, on va venir travailler pour tenter de récupérer les caisses avec les antiquités, comme on disait, mais aussi, surtout, pour dépecer cette malheureuse épave du Magenta, qui a perdu toute sa splendeur puisqu'elle est partie par le fond, et désormais constitue une entrave à la navigation, puisqu'on est vraiment dans l'enceinte du port, à Toulon. Et donc, ces scaphandriers pieds lourds ont opéré dans des conditions extrêmement compliquées. Elles le sont encore aujourd'hui, très vaseux, donc très peu de visibilité dès qu'on touche le fond. Et puis, ils ont récupéré un certain nombre de caisses dans des conditions, à mon avis, qui étaient folles de sécurité. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Mais une grande partie de ces stèles sont demeurées par le fond parce que les conditions de l'explosion ont fait que dans l'enchevêtrement des structures métalliques, il n'était pas possible de retrouver l'intégralité de ce trésor historique ramené Pricot de Sainte-Marie pour le confier au Louvre et à l'Académie des Belles-Lettres. C'est au cours de ces travaux qu'un certain nombre de stèles ont été retrouvées, près de 150 fragments au cours des différentes campagnes, une tête de Sabine, donc la représentation de l'impératrice qui règne, qui est l'épouse de l'empereur Adrien au IIe siècle après. Donc on a à la fois un cursus historique entre les Puniques du IIe avant et les empereurs romains du IIe après, et puis ce mélange au fond entre les stèles du vaincu et puis le portrait des vainqueurs. Et donc ce sont des éléments qui ont été retrouvés de manière presque magique.
Bonjour Antoine Vitek. Bonjour. Vous tenez le média Culturez-vous depuis 10 ans. Vous êtes un féru d'histoire et de musée et c'est pour cela que nous vous avons invité ici à découvrir cette exposition. Déjà, Salammbô, est-ce que ça vous parlait un petit peu avant de venir? Alors pour être totalement honnête, j'en avais une image assez diffuse. Je l'identifiais comme étant un roman de Flaubert, bien sûr, mais c'est vrai que ce qu'il y avait dedans, vraiment, en toute franchise, je ne l'ai pas lu. Voilà. Alors vous avez découvert cette exposition, vous avez un peu déambulé dedans. Quel a été votre ressenti? Ce que je trouve génial avec cette exposition, c'est qu'elle nous montre à quel point Salammbô, c'est bien sûr le roman de Flaubert, mais c'est tout autre chose. C'est toutes les recherches que Flaubert a fait pour construire son roman. Et puis c'est aussi un roman qui lui a échappé, puisque après, de nombreux autres artistes s'en sont inspirés pour créer leurs propres œuvres à partir de cet univers qui est absolument incroyable. Alors il y a quelques œuvres qui vous ont marqué, il me semble, plus que Ouais, d'autres. On va aller en voir une qui est juste derrière nous. Voilà, justement, le voile de Tanit de Marie Rochegrosse. Il est incroyable. Il est absolument dingue. Donc c'est une œuvre qui est un peu multiple puisque c'est un costume mais qui a été conçu en mettant une multitude d'éléments dedans. Donc on a des pierres précieuses, des plumes, elle est vraiment incroyable. Et puis dans le roman de Flaubert, c'est un personnage à part entière puisque ce vêtement, quand il est dérobé, toute la ville de Carthage se retrouve un peu perdue. Et selon vous, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir lu Salammbô pour s'imprégner de cette exposition? Non, je ne pense pas, et même au contraire, je pense que c'est peut-être mieux de ne pas l'avoir lu, parce que ça donne envie, au contraire, de se plonger dans le roman. On plonge grâce à l'exposition dans tout cet univers qui est multiple, qui nous emmène dans plein d'aventures différentes. Et enfin, moi, vraiment, ça m'a donné envie d'aller acheter ce roman et le découvrir. Ça a changé un peu votre perception de Gustave Flaubert? Bah oui, tout à fait, parce qu'on a une image de Flaubert comme les auteurs des grands classiques, comme Victor Hugo ou Zola, des livres énormes et qui peuvent être parfois difficiles à digérer. Et finalement, on se rend compte que c'était un peu le Game of Thrones de l'époque, où voilà, c'était une aventure qui partait un peu dans différents sens, qui était à la fois sensuelle, aussi parfois très dure, très sanglant, et qui se découvrait un peu comme une série au fil des chapitres. Donc oui, c'est une œuvre qui finalement traverse les époques et qu'on peut découvrir avec un regard très contemporain et qui passe vraiment très bien. Merci beaucoup Antoine d'être venu au Mucem pour découvrir cette exposition Salammbô, Fureur, Passion, Éléphant. Elle commence le 20 octobre et se tiendra jusqu'au 7 février avant de partir à Tunis. C'est un vrai plongeon dans l'histoire, je vous la conseille vivement. Merci et à bientôt.